Elle l'a dit avec un sourire narquois. Un de ces sourires de travers, suffisants, qui vous donnent l'impression d'être la victime d'une blague sans même savoir qu'il y en avait une. Parfois, je fantasme sur mon ex. Quand on est ensemble, a ajouté Denise, faisant tournoyer le fond de son chardonnay comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité intitulée « Qui peut humilier son mari le plus vite ?» Les mots ne se sont pas fait écho dans la pièce. Ils ont explosé. J'ai fixé le poulet rôti que j'avais découpé, dont la vapeur montait encore comme s'il ignorait que l'atmosphère avait changé. J'entendais le tic-tac discret de l'horloge murale ancienne au-dessus de son épaule. Je l'avais acheté à Vienne il y a des années, quand je croyais encore que les vacances pouvaient réparer les mariages. Je n'ai rien dit. Denise s'est adossée, attendant une réaction. Elle a toujours voulu une réaction. C'était son jeu préféré. Dire quelque chose d'assez cruel pour faire couler le sang, puis faire semblant d'être surprise quand vous le faites couler sur le tapis. Mais cette fois, rien. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Pas de réplique sarcastique. Pas de verre brisé. Non. Pour qui te prends-tu? Juste une serviette pliée, soigneusement posée à côté de mon assiette. Je me suis levé lentement, calme, maîtrisé, d'un calme qui a même mis le chien mal à l'aise sous la table. Il m'a regardé, les oreilles qui tressaillaient comme s'il savait. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par le silence. Oh, allez, riche. Ne fais pas ton cinéma. Elle a gloussé, plantant une haricote verte comme s'il l'avait personnellement offensée. C'est juste une blague. Bon sang, détends-toi. Sauf que ce n'en était pas une. Parce qu'on ne plaisante pas sur le fait d'être encore mentalement au lit avec son ex quand on est marié à un homme qui a refait votre salle de bain de ses propres mains après que votre addiction à Pinterest a dégénéré en une fantaisie de rénovation de 6 mois. On ne plaisante pas avec ça quand il a vendu le bateau pour éponger les dettes de votre boutique. On ne plaisante pas avec ça quand il a renoncé aux hivers en Floride pour rester dans ce fichu Michigan afin que vous soyez plus proche de votre prof de pilates vieillissante. On ne plaisante tout simplement pas avec ça. Je suis allé au garage. Pas un mot, pas de porte qui claque, juste ma main posée un instant de trop sur la poignée. Le métal frais sous ma paume comme le silence entre nous derrière moi. Elle a laissé échapper un ricanement. Sérieusement, tu vas bouder dans le garage maintenant? Grandis, Richard. Mais je ne boudais pas. Je me souvenais de la dernière fois qu'elle avait mentionné cet ex, il y a 2 ans. Je venais de finir d'installer les nouvelles lumières de patio qu'elle avait choisies. Elle l'avait dit d'un ton désinvolte, comme un souvenir qui sentait meilleur que le dîner que j'avais préparé au barbecue. À l'époque, j'en avais ri. À l'époque, je tenais encore à la reconquérir. À l'époque, je ne savais pas ce qui était enfoui dans son placard. Ce soir n'était pas le premier coup. C'était le dernier que j'autorisais. Je suis entré dans le garage et j'ai allumé la lumière. La Camaro, ma Camaro, était la sous sa housse noire comme un lion endormi. Une E69 SS rouge cerise sous la housse. Celle qu'elle appelait ma deuxième femme chaque fois qu'elle voulait me piquer devant des invités. Celle dont elle a dit à sa sœur qu'elle l'aurait lors du divorce. Évidemment, sauf que ce n'était pas évident. J'ai retiré la housse, j'ai passé ma main le long de l'aile polie, j'ai tourné la clé dans le contact, une torsion lente et délibérée. La bête s'est réveillée comme si je lui manquais. Je n'ai pas claqué la porte du garage. Je l'ai laissé se lever doucement et sans à-coups, comme un rideau de théâtre qui se lève pour l'acte final. Et quand j'ai quitté cette allée sans un regard dans le rétroviseur, je ne fuyais pas. Je ne boudais pas. Je n'étais pas confus. Je choisissais le moment dont je me souviendrai comme le début de la fin. Parce que parfois, un homme n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de partir assez silencieusement pour que le silence devienne assourdissant. Et quand j'ai vu la lumière du Porsche s'allumer dans mon rétroviseur et que j'ai vu sa silhouette dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, et que je n'ai entendu que le son de mon V8 fendant le crépuscule. J'ai su qu'elle le sentait enfin. Le changement, la peur, la prise de conscience que la chose qu'elle pensait resterait toujours avait commencé à bouger. Au début, elle a cru que je bluffais. Elle a entendu le rugissement de la Camaro et a probablement souri dans son vin comme si c'était une crise de colère mélodramatique. Comme si j'allais faire quelques tours de pâté de maison en colère, revenir dans 10 minutes en sentant l'essence et la fierté et m'excuser d'avoir fait une scène. Mais je n'ai pas fait le tour du pâté de maison. Je ne suis pas revenu. Je n'ai même pas ralenti. Ce moteur, profond, guttural, incomparable, était le son de mes 31 années de mariage qui s'en allait comme un mauvais coup de soleil.
Et pour la première fois depuis des décennies, la porte du garage ne s'est pas rouverte ce soir-là. La maison est devenue silencieuse après ça. Pas le silence réconfortant d'une maison stable, mais ce silence étrange et suspendu comme un théâtre avec lequel les acteurs ont manqué leur réplique et où le public ne sait pas si cela fait partie de la pièce ou d'un effondrement total. Elle a envoyé un texto, sérieux. Puis une autre fois, 2 heures plus tard. Tu es sérieux là? Puis tu agis comme un fou. Aucune réponse de ma part. Elle a appelé vers minuit, 2 fois. J'ai laissé sonner. Elle n'a pas laissé de message. Je l'imaginais assise sur le bord du lit, les bras croisés, toujours dans cette stupide robe de soie avec le monogramme D. Elle disait à ses amis que cela signifiait désir. J'ai toujours pensé que cela signifiait délire. Elle s'est probablement versé un autre verre et s'est installée, convaincue que je reviendrais en rampant au matin. C'est ce que font les narcissiques. Ils ne craignent pas l'abandon. Ils le rejettent jusqu'à ce qu'il devienne réel. Et oh, c'est devenu réel. La lumière du soleil du matin s'est faufilée à travers les stores comme si elle avait peur de la toucher. Elle s'est réveillée dans notre lit encore emmêlée dans le drame d'hier. Aucun bruit du garage. Pas de doux ronronnement du café qui infuse. Pas de nouvelles du matin en fond sonore. Juste un côté vide du lit, plus froid que d'habitude. Elle s'est avancée dans le couloir. La maison avait l'air intacte, mais elle se sentait inconnue. Le genre d'inconnu que l'on ressent quand une porte est restée ouverte trop longtemps en hiver et que toute la chaleur s'est enfuie ailleurs. Puis, elle l'a vue sur la table de chevet. Son alliance, ni jetée, ni cachée, ni placée de manière théâtrale sur son oreiller comme dans un feuilleton, juste là, froide, délibérée. L'alliance qu'elle avait, insisté, pour qu'elle soit en platine parce que l'or était trop cliché. Celle que j'avais fait redimensionner 3 fois parce qu'elle n'arrivait pas à se décider sur son vrai poids. Cette alliance m'avait coûté plus cher que la Camar, financièrement et émotionnellement. Maintenant, elle était assise seule comme un artefact. Elle l'a ramassée comme si elle pouvait encore être chaude. Elle ne l'était pas. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, elle a fait irruption dans le garage, vide. Non seulement de la Camar, mais de moi. Pas de manteau de rechange, pas de bazar sur l'établi, pas même mes clés de rechange. Elle a ouvert les tiroirs un par un. Outils disparus, manuels disparus. Même la vieille photo de mon père m'aidant à refaire le moteur. Elle n'était plus sur le panneau perforé. J'avais emporté tout ce qui comptait. Laissé derrière moi le bruit. Elle a appelé ma sœur directement sur sa messagerie vocale. Elle a appelé notre fils. Il n'a pas répondu non plus. Elle a appelé mon meilleur ami et lui a demandé si j'avais une crise de nerfs. Il a répondu, peut-être ou peut-être qu'il s'est juste souvenu de qui il était. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire les 100 pas. Le genre de va-et-vient où vous touchez les choses sans raison, en réarrangeant les coussins, en vérifiant le réfrigérateur 2 fois, en allumant la télévision et en la coupant immédiatement. Elle a même essayé d'appeler son ex. Ouais, cet ex n'a pas répondu. Ce soir-là, elle a allumé une bougie dans le salon et s'est assise comme une femme dans un bunker de guerre, attendant que les murs tremblent, attendant que le monstre arrive. Mais il n'y avait pas de monstre, juste le silence. Parce que je ne rentrais pas à la maison pour crier. Je ne rentrais pas à la maison pour me disputer. Je ne rentrais pas à la maison pour être raisonnable pendant qu'elle faisait son numéro. Je ne revenais pas. Rentre chez toi, un point c'est tout. La Camar ne m'a pas seulement éloigné d'elle. Elle l'a propulsée droit vers la chose qu'elle craignait le plus après la confrontation, l'insignifiance. Le premier jour, elle pensait gagner. Elle paradait dans la maison en talons, dans la maison, je précise, comme si elle défilait sur un podium pour elle-même et un chien qui ne la regardait même pas. Elle mettait de la musique dans la cuisine plus fort que d'habitude. Beyoncé, évidemment. Toujours Beyoncé quand elle voulait se rappeler qu'elle était encore une BACH, comme elle disait. Elle a posté un selfie filtré depuis le spa, légendé Je prends soin de moi étincelle vernis à ongles dièse et redel amour de joie et a laissé un petit commentaire aguicheur sur une photo Facebook de son ex, celle avec la corvette et l'alliance bien visible, datant d'il y a des années. Elle a écrit feu tu assures toujours en voyant un baiser, comme si elle n'était pas assise seule au comptoir de la cuisine à boire du vin dans un mug à café. Elle pensait que je le verrais, que je la surveillerais depuis une chambre de motel miteuse, pleurant sur son profil, regrettant chaque souffle d'indépendance. Mais je ne la regardais pas. Je l'effaçais.
Le deuxième jour, elle est devenue nerveuse. Toujours aucun appel, aucun texto, aucun « il faut qu'on parle » ou « rentre à la maison ». Juste un silence radio numérique. Elle a envoyé un dernier message avant le déjeuner, « j'arrête de jouer ». C'est puéril. C'est le ton puéril, je l'ai entendu dire. Mais ce changement de ton l'a trahi. L'après-midi, elle a essayé d'ouvrir le coffre-fort dans le dressing principal. Le vieux coffre noir avec la poignée rigide que j'avais boulonné au sol moi-même, il y a 10 ans. Il avait disparu. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Elle a cligné des yeux comme s'il avait été enlevé. Elle a fixé l'empreinte carrée sur la moquette avec laquelle il se trouvait, comme un membre fantôme. Elle a vérifié dans le bureau. La petite clé en laiton qui était toujours dans le plateau en céramique à côté de l'imprimante. Disparu. Tiroir verrouillé. Elle a tiré dessus comme si elle pensait qu'il était juste coincé, puis comme si elle pensait pouvoir le forcer. Rien à faire. Elle a sorti son téléphone et a essayé d'appeler sa cousine Marne, parce que Marne lui disait toujours qu'elle pouvait trouver mieux que moi. Marne n'a pas répondu, probablement occupée à regarder son troisième mariage se dissoudre en direct. Alors Denise a attrapé son sac à main hors de prix et s'est précipitée à un brunch avec les filles. Elle avait besoin d'un public, d'un groupe de soutien, au moins de quelqu'un pour valider son statut de victime autour de mimosas et de marques de sympathie passives-agressives. Elles se sont retrouvées dans ce bistrot prétentieux qu'elle insistait pour appeler notre endroit. Même si je détestais tout sur le menu, elle a commandé avec éclat un crab cake Benedict, des Blue d'orange spritz ERS à volonté. Et un dessert. Elle a même flirté avec le serveur. 25 ans maximum et visiblement mal à l'aise. Et puis la carte a été refusée. Elle a minimisé, c'est bizarre. Elle a réessayé, refusé. Le silence à la table est devenu glacial. Vous connaissez ce jugement silencieux que les femmes s'envoient à travers une table quand l'une d'entre elles perd son statut? Ouais, ça. Elle a murmuré quelque chose à propos d'une protection contre la fraude et de mon mari qui fout le bordel avec mes comptes. Mais sa voix a craqué, parce qu'elle n'en était plus si sûre. Elle a sorti sa carte de secours, celle d'urgence, celle que je lui avais dite de ne pas utiliser à moins d'avoir littéralement le feu aux fesses. Approuvé, mais de justesse. Quand l'addition est arrivée, elle a payé vite et est partie encore plus vite. De retour à la maison, elle a foncé dans la cuisine et a ouvert le tiroir avec nos papiers communs. Sauf qu'ils n'étaient plus communs. Le dossier avec nos déclarations d'impôts communes avait disparu. Les enveloppes avec nos relevés bancaires, envolées. Même le post-it avec mon ancien code PIN qu'elle avait caché sous le pot d'épices n'était plus là. Elle a ouvert le frigo. Plus de lait. Elle a ouvert les placards. Plus de café. Elle est restée plantée au milieu de la cuisine et a réalisé, sans cérémonie, sans un seul boom dramatique, qu'elle se tenait dans une maison pleine de choses qui ne lui appartenaient plus. Pas parce que je les avais prises, mais parce que j'avais supprimé l'illusion qu'elle lui avait jamais appartenu. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, seule. Pas parce que je lui manquais, mais parce que mon côté du lit, froid, intact, légèrement enfoncé, avait l'air de se moquer d'elle. Et pour la première fois depuis 3 jours, Denise l'a senti. Pas de la culpabilité, pas de regret, mais de la faiblesse, et c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans cette maison auparavant. Ce qu'il faut savoir quand on est marié à une femme comme Denise, c'est qu'elle ne soupçonne jamais que l'homme tranquille est dangereux. Elle pensait que ma nature méticuleuse était juste un passe-temps inoffensif de vieux monsieur. Comme si réorganiser les clés à pipe ou classer par ordre alphabétique les polices d'assurance signifiait que j'avais trop de temps libre et trop peu de testostérone. Elle faisait ses petites remarques sarcastiques en buvant du vin avec ses copines. Richard a probablement un classeur pour ses classeurs où il vérifie 3 fois les serrures, comme si quelqu'un allait voler ses encyclopédies. Elle riait. Je souriais, et pendant qu'elle levait les yeux au ciel, je déplaçais tout l'échiquier derrière leur dos. Il y a 3 ans, après ma 2e alerte cardiaque et son 3e sac à main de marque en un seul mois, je me suis assis avec un avocat spécialisé dans les successions nommé Miles. Le genre de type qui ne scie pas quand j'utilise des expressions comme fiducie irrévocable ou clause d'exclusion contingente. Il n'était pas bon marché. Mais Denise m'avait appris que le bon marché coûte cher quand il s'agit de trahison. Nous avons tout rédigé. Et je veux dire tout. La maison, entièrement payée, transférée dans une fiducie familiale privée. Pas à mon nom, pas à notre nom. Au nom de ma sœur Marlène, celle que Denise détestait. Celle qui avait un doctorat et ne se maquillait jamais.
Couverture parfaite. La Camargue également un actif commercial. J'avais créé une SARL écran dans le cadre de mon ancien travail de consultant en aviation et présenté la restauration comme du marketing de marque pour un podcast hypothétique que je n'ai même jamais enregistré. Conforme à l'ILS, notarié, blindé. La maison au bord du lac à travers City achetée dans le cadre de la fiducie du fonds d'études des petits-enfants. Denise appelait ça de la planification morbide. J'appelais ça de l'assurance. Même notre épargne commune a discrètement migré vers un système de versement échelonné. Si je mourais, elle recevrait des allocations mensuelles. Si je vivais et divorçais, elle recevrait une lettre polie et un Uber prépayé jusqu'à l'hôtel le plus proche. Maintenant, dans un bureau élégant 28 étages au-dessus du centre-ville, j'étais assis en face de Miles et je lui ai fait glisser le dossier que j'avais gardé dans ma boîte à outils de garage pendant 2 ans. Il l'a ouvert sans un mot. J'ai vu ses sourcils se lever. « Vous êtes prêt à tout déclencher ?» a-t-il demandé. « Déclencher toutes les clauses ?» ai-je dit en buvant mon café. « Avec effet immédiat ?» a-t-il dit en cliquant sur un stylo. Le son a résonné comme un coup de pistolet de départ. En quelques heures, l'acte de propriété de la maison a été signalé pour un contrôle d'occupation. La carte grise de la Camargue a été réenregistrée au nom de la SARL avec des restrictions d'utilisation. L'accès à la maison au bord du lac a été révoqué. Le nom de Denise n'a jamais figuré sur aucun bail ou réservation. Son nom a été supprimé de tous les documents subsistants qui contenaient encore l'expression « propriété conjointe ». Tout le courrier a été réacheminé, et juste pour le plaisir, nous avons prévu un serrurier pour remplacer toutes les serrures extérieures vendredi à 15 heures précises, au moment où elle se fait généralement laminer les sourcils. Miles m'a regardé en faisant glisser le dernier document sur le bureau. Vous savez, la plupart des hommes attendent d'être à moitié morts ou divorcés pour faire ça. Vous êtes en avance. J'ai souri. Je suis dans l'aérospatiale. Nous faisons l'analyse des défaillances avant le lancement. Il a ri, puis s'est arrêté. Est-ce qu'elle est au courant? Elle a ri pendant le dîner et a dit qu'elle fantasmait sur son ex durant que nous étions ensemble. Il a sifflé doucement. Mauvaise pioche, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit en me levant. Pioche prévisible. La mauvaise pioche, c'est d'avoir cru que je n'écoutais pas. La descente en ascenseur a été silencieuse. Paisible. Je ne m'étais pas senti aussi léger depuis le gouvernement de Clinton. Quand je suis sorti sur le trottoir, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 5 appels manqués, 3 textos. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Sérieusement, RIC. Dur, ce n'est pas drôle. Le dernier m'a juste dit, tu es cruel. Je l'ai regardé, puis j'ai verrouillé l'écran. Je n'étais pas cruel. J'étais préparé. Quelque chose qu'elle n'a jamais compris. Elle me traitait de paranoïaque quand j'achetais des coffres-forts ignifugés. Elle se moquait de mes listes de contrôle, riait quand je disais que les contrats de mariage devaient être mis à jour, comme un antivirus. Un jour, elle a dit à sa sœur, Richard fait des plans comme si la fin du monde était proche. Qui pense comme ça? Quelqu'un qui savait que la fin approchait. Et maintenant, debout dans le bourdonnement silencieux de la circulation urbaine, j'ai souri parce que la bombe avait déjà explosé. Elle n'avait juste pas réalisé que l'onde de choc était encore en train de se propager. Elle a attendu la fin de l'après-midi, quand le soleil frappait la cuisine sous un angle qui lui donnait une sensation d'harmonie familiale, de chaleur, d'intimité, une lumière qui donnait l'impression que tout sortait d'une publicité Instagram pour des toasts beurrés et des sourires forcés. Mais aujourd'hui, la lumière frappait différemment. Elle rendait la poussière visible dans l'air. Et Denise avait l'impression que la poussière flottait dans ses propres poumons. Elle n'aimait pas le silence. Elle aimait le bruit qu'elle pouvait contrôler, les voix qu'elle pouvait manipuler, les arguments qu'elle pouvait gagner. Richard ne lui donnait pas ça, alors elle a appelé Grant. Elle a tapoté l'écran 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Presque comme si elle répétait quelle version d'elle-même incarnait. Mère aimante, épouse frustrée, victime. Il a décroché à la 2e sonnerie. Salut, maman. Il n'y avait aucune chaleur, juste de la politesse. Grant avait toujours ce ton doux et mesuré. Il tenait ça de Richard. Mais ces derniers temps, ce calme avait commencé à paraître distant. Salut, mon chéri. Commença-t-elle d'une voix tremblante. Ton père se comporte bizarrement. Pause. Grant ne dit rien. Elle réessaie,
un peu plus sèche. Il m'évite. Ne répond pas aux appels. A pris la camare et a disparu. Toujours rien. Denise cligna des yeux. Grant. Il finit par expirer. Il ne t'évite pas. Ça la glaça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se prépare maintenant. Elle s'arrêta vraiment. Même le chien leva la tête. Se préparer à quoi? Demanda-t-elle, la voix brisée sur le dernier mot. Il y eut un long silence. Pas le genre avec lequel quelqu'un réfléchit. Le genre avec lequel quelqu'un a déjà décidé si vous valez la peine qu'on vous réponde ou non. Puis il le dit doucement. Définitif comme un piège d'acier qui se referme. Je lui ai tout dit de ce que tu as raconté à la dernière Thanksgiving. Sa bouche devint sèche. Elle agrippa le bord du comptoir comme si la pièce se déplaçait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais elle savait exactement ce qu'il voulait dire. La lumière des bougies trempées de vin de Thanksgiving dernier. Richard dans le garage qui vérifiait le disjoncteur parce que quelqu'un avait surchargé la prise avec son précieux chauffe-centre de table et elle assise dans le salon avec Grant et sa petite amie Nora à moitié ivrée à la langue bien pendue. Elle rit trop fort, dit quelque chose comme « Ton père avait de l'ambition. Maintenant, il est juste confortable. J'aurais probablement dû épouser Rick. Il est toujours excitant. » Puis, elle ajouta « Ton père n'inspire personne. Même pas moi. » Grant n'a pas ri. Nora s'est excusée plus tôt. Bon les gars. Petite pause. On vise les 10 000 abonnés. Si vous appréciez ces récits poignants de trahison, cliquez sur le bouton « S'abonner » et revenons à l'histoire. Plus tard, Denise essaya de minimiser avec une blague. Tu sais que je me défoule juste. C'est à ça que sert la famille, non? Apparemment pas, Grant. Elle essaya, la voix faiblissant il la coupa. Tu as dit qu'il était ennuyeux. Un poids mort et que tu attendais qu'il fasse un faux pas pour être enfin libre. Elle ne se souvenait pas l'avoir dit exactement comme ça. Mais elle ne l'a pas nié non plus. Et tu crois qu'il allait juste oublier ça? Il ajouta, je buvais, rétorqua-t-elle, perdant sa douceur. C'était Thanksgiving. Il ne répondit pas, tu prends sérieusement son parti? Je ne prends pas parti, dit-il. Je me souviens de qui m'a enseigné la signification du respect et de qui m'a appris à le simuler. Clic, appel terminé. Elle fixa le téléphone, clignant des yeux, ne respirant plus. La pièce semblait plus petite maintenant, les murs plus proches, les ombres plus longues. Elle avait toujours cru que Grant était à elle. Émotionnellement, stratégiquement, elle était le parent amusant, celui qui est spontané. Richard n'était que le calendrier, le portefeuille, la leçon. Mais à ce moment-là, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Grant avait observé toutes ces années, tous ces aspects, les pics, les rejets, les yeux au ciel en coulisses. Il ne choisissait pas son camp. Il choisissait la vérité. Et la vérité était soudainement très gênante. Elle s'assit sur le tabouret de bar et fit défiler ses SMS. Réessaya. Et, on peut parler? Rien, s'il te plaît. Toujours rien. Juste le silence et son propre reflet dans l'écran noir. Fatiguée, seulée, pour la première fois depuis des décennies, incertaine quant au camp auquel les gens croiraient. Elle n'avait pas ouvert ce côté du placard depuis des mois. Avant, c'était son espace méticuleusement organisé, classé par couleur, les chemises rangées par longueur de manches, les cravates enroulées serrées comme de petites grenades en soie. Il étiquetait même les tiroirs. Qui diable étiquette les tiroirs à chaussettes? Richard le faisait parce que, comme elle aimait le dire lors des soirées vin, mon mari a une relation malsaine avec l'ordre. C'est son langage d'amour. Maintenant, c'était vide, creusé, comme un placard qui avait été cambriolé par quelqu'un qui savait exactement que prendre et quel message laisser derrière lui. Mais aujourd'hui, quelque chose l'y tira. Pas la logique, pas la curiosité, quelque chose de plus froid, de plus ancien. Cet instinct animal profond que quelque chose ne va pas. Elle ouvrit la porte du miroir, s'attendant à moitié à ne rien voir. Mais il était là, une boîte en carton. Pas de ruban adhésif, pas de marquage, juste une boîte. Denise s'accroupit et la sortit lentement, comme si elle pouvait siffler ou exploser. La posa sur le pouf et l'ouvrit avec la délicatesse de quelqu'un qui découvrirait un corps à l'intérieur. Chaos. Le genre de Richard. Tout était trop soigné, trop délibéré.
Une photo de leur mariage au-dessus, froissée sur les bords, mais intacte. Elle était belle à l'époque. Il avait l'air jeune, honnête, un homme amoureux qui ne comprenait pas encore à quel point l'indifférence pouvait devenir dangereuse. Elle jeta la photo de côté. En dessous, une chemise manille avec son nom écrit de sa main. Pas Denise, pas D. Pas de surnom, juste Denise Carter. Archive. Elle l'ouvrit. Première page, une capture d'écran imprimée. Ces messages IM d'il y a 2 ans. Un message d'elle à Rick, son ex. Si Richard meurt demain, je ne porterai même pas de noir. Il croit toujours que je suis impressionné par sa foutue voiture. Je simule à chaque fois. Il ferme juste les yeux et pense que c'est de l'amour. Sa gorge se serra. Elle passa à la page suivante. Plus de messages. Plus d'horodatage. Elle haleta. C'est quoi ce bordel? Ce n'était pas que des fragments. C'étaient des transcriptions. Des conversations entières péniblement intactes. Envoyées, reçues. Émoji inclus. Même les réactions à des choses qu'elle pensait avoir été supprimées à jamais dans un moment de panique après cette alerte de l'année dernière lorsque Richard a demandé « Qui est Rick ?» Et elle a ri et a dit « Vieil ami, détends-toi, Sherlock. » Elle continua. Post-it collé sur certaines pages dans son écriture soignée. N'oubliez pas celle-ci. Elle a menti le 14. Comparé avec son alibi. Envoyez ceci le soir de notre anniversaire. Ses mains tremblaient. Elle referma violemment le dossier, le cœur battant. Et c'est alors qu'elle le vit niché dans le coin de la boîte comme une arrière-pensée, une note pliée, une seule phrase. Tout est sauvegardé. Elle se figea. Sa première pensée n'a pas été le déni. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur parce qu'elle savait qu'il en avait les moyens. L'ancien serveur dans le garage. Son habitude de tout enregistrer au cas où. La façon calme et implacable dont il abordait la vie comme un ingénieur qui désamorce des bombes. Et elle s'était moquée de ça, avait trouvé ça obsessionnel, avait dit à ses amis qu'il n'était plus qu'un tableur Excel détraqué avant de construire une pièce sécurisée. Il s'avère qu'il n'avait pas besoin de pièces sécurisées. Il était la panique. Elle a attrapé son téléphone et ouvert ses messages, a fait défiler frénétiquement. Rien dans son historique. Elle l'avait effacé. Elle avait été intelligente, mais il l'avait été plus encore. Soudain, elle ne put plus respirer. Le placard lui semblait rétrécir. L'air trop immobile, la lumière trop jaune, comme un projecteur dans une salle d'interrogatoire. Elle a claqué la boîte et a reculé comme si elle allait la poursuivre. Pas de cris, pas de larmes, juste une nouvelle émotion étrangère qui se répandait comme de l'encre dans sa poitrine. L'impuissance, celle qu'elle n'avait jamais vue que chez les autres. Celle dont elle se croyait immunisée jusqu'à cet instant précis. Et quelque part, il détenait la vraie copie, le fichier maître, celui qu'elle n'avait jamais touché parce que ce n'était pas seulement une preuve, c'était une assurance. Et elle venait de réaliser quel était le risque. Elle a entendu le grondement avant de le voir. Ce grondement sourd et caractéristique de la Camaro 69 qui glissait dans la rue comme un requin dans les eaux profondes. Elle s'est garée dans l'allée avec la même confiance lente qu'elle avait l'habitude de moquer. Cette bagnole, ma chère, disait-elle. Trop vieille, trop bruyante et attire beaucoup trop l'attention pour ce que ça vaut. Maintenant, c'était le son du règlement de compte. Denise a bondi de son tabouret de cuisine, son verre de vin a teinté contre le marbre. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis des jours. Pas un appel, pas une seule réponse, pas même le putain d'indicateur de frappe. Elle est restée figée tandis que le moteur s'arrêtait, que la portière se refermait, que des pas, des bottes mesurées sur les marches, sonnaient comme si elle savait déjà où elles allaient. Il est entré par la porte latérale. Pas d'annonce, pas de colère. Richard avait l'air reposé. Un jean, une veste usée, une barbe taillée juste assez pour qu'on ne pense pas qu'il se forçait. Il ne l'a pas regardé. N'est pas scruté la pièce comme un homme qui cherche des menaces. Il s'est juste approché de l'îlot de cuisine et a posé une enveloppe en papier craft, puis l'a enfin regardé. 3 pages. Tu comprendras. Sa voix était calme. Trop calme. Comme un chirurgien pourrait vous dire, nous avons enlevé tout ce que nous devions enlever. Elle n'a pas bougé. Pas au début. Une partie d'elle croyait encore que c'était la première étape d'une spectaculaire séquence d'excuses.
Une sorte d'Ave Maria pour sauver leur fondation. Elle a tendu la main vers l'enveloppe comme si elle pouvait encore contenir quelque chose de récupérable. Elle a tiré sur le rabat, a sorti les papiers, et le titre l'a stoppé en plein souffle. Réaffectation des actifs et confirmation de la propriété légale. La voiture, la Camar. Il se l'a transférée officiellement via la LLC. Elle se souvenait à peine avoir signé il y a 2 ans. Une sorte d'abri fiscal ennuyeux qu'elle avait balayé d'un revers de main pendant l'un d'eux. Ses discours financiers rasoirs. Elle a parcouru les pages, l'historique du titre de propriété, l'immatriculation légale et une déclaration notariée jointe de son mari devenu architecte de l'effondrement. Afin de prévenir les litiges futurs et d'assurer une délimitation claire de la propriété exclusive. Ses mains tremblaient. Tu ne peux pas faire ça. Cette voiture. Il l'a interrompu. Pas fort. Juste définitif. Tu n'as jamais demandé à quel nom elle était. Elle a cligné des yeux. Tu as dit que tu la prendrais au divorce. Que tu l'avais réclamée. Ton trophée. Je me suis assuré que tu ne l'aurais pas. Puis, il s'est retourné, a marché vers la porte sans attendre l'effondrement. Mais oh, elle a assuré le spectacle. Espèce d'ordure, a-t-elle crié, sa voix se brisant et rebondissant sur les carreaux de la cuisine. Espèce de sale petit con suffisant et pathétique. Cette voiture était à moi. Tu m'as promené dedans. Il ne s'est pas arrêté. N'a même pas tressailli. Elle l'a suivi jusqu'à la porte, les papiers toujours serrés dans sa main comme si c'était un avis de décès. Ne t'éloigne pas de moi, Richard? Je me battrai contre ça. Tu penses que tu vas m'humilier? Il s'est arrêté, la main sur la poignée de la porte, puis s'est tourné juste assez pour que la lumière frappe son visage. Non, dit-il doucement. Ce n'était jamais le but, mais c'est un sacré effet secondaire. Il est sorti, des pas, et s'est même glissé sur le siège du conducteur comme si la voiture attendait son retour. Elle a regardé depuis la porte d'entrée, bouillonnant, serrant cette enveloppe comme si elle allait exploser si elle la lâchait. La Camar a rugi de nouveau. Elle n'a pas fait crisser ses pneus. Elle n'a pas hurlé. Elle a glissé, reculant avec précision, les pneus embrassant le bord du trottoir. Et puis il est parti. La maison était de nouveau silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence rempli de suspense. C'était chirurgical. Elle est restée là pendant des minutes, clignant des yeux vers l'allée vide, parce que c'était censé être son prix. Le symbole qu'elle disait à tout le monde qu'elle garderait. Même si le mariage ne tient pas, j'aurai la maison, la voiture et la moitié de sa pension. Il est trop faible pour se battre contre moi. Il s'avère que la douceur n'était qu'un camouflage. Et la Camar n'était pas un trophée. C'était un message. Et on venait de lui en remettre la traduction. Elle est revenue de ses courses avec 2 sacs à provisions et une nouvelle attitude. Les cheveux fraîchement brochignes, les ongles refaits dans cette même teinte carmin qu'elle portait quand elle voulait retrouver son énergie. Des lunettes de soleil surdimensionnées, des talons de créateur. Elle a remonté l'allée comme si elle lui appartenait encore, comme si c'était encore la scène qu'elle possédait. Elle n'a même pas remarqué la petite caméra de sécurité noire au-dessus du garage jusqu'à ce qu'elle clignote en rouge, puis de nouveau à la porte d'entrée. Clignotement. Clignotement. Nouveau, subtil, délibéré. Elle a hésité seulement une seconde. A glissé sa clé dans la serrure comme si elle était encore la reine de la maison. A tourné. Rien. A froncé les sourcils. A tourné de nouveau. Plus fort. Clic, pas de jeu. Elle l'a fixé du regard, confuse. A réessayé la clé. A tiré, poussé, remué, toujours verrouillé. C'est là que ça a commencé à faire son chemin dans son esprit. Pas d'un coup. Juste une lente, rampante prise de conscience que les règles avaient changé et que personne ne l'avait prévenue. Elle a sonné à la porte. Silence. Elle a frappé d'abord légèrement, puis plus fort. Toujours rien. Denise a reculé du porche, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. A regardé autour d'elle, comme si elle allait voir un mot, une raison, quelque chose. C'est alors qu'elle l'a vu en bas de la rue, 3 maisons plus loin, garé à l'ombre d'un vieil érable. Le camion de Richard, la fenêtre baissée, le bras pendant, calme comme toujours. Il ne la regardait même pas. Pas par culpabilité, par indifférence. Il parlait à quelqu'un, peut-être sa sœur Marlène,
à en juger par sa posture, riait même, avec un doux demi-sourire sur son visage, comme s'il était enfin au courant de la blague. Elle a fait un pas vers lui. Il n'a pas tressailli, n'a pas jeté un coup d'œil, a juste continué à parler. Elle était invisible. Et puis est arrivé le camion de remorquage. Pile à l'heure. Il a tourné dans la rue comme un bourreau poli. Les feux jaunes clignotants. Lent, officiel. Denise a regardé avec horreur alors qu'il s'arrêtait devant la maison. 2 hommes sont sortis. Ils n'ont pas posé de questions. N'ayez pas frappé. Ils ont remonté l'allée comme s'ils l'avaient fait une centaine de fois. L'un a ouvert la portière de la Lexus argentée, sa voiture, et l'autre a commencé à accrocher les roues. Elle a laissé tomber ses sacs. C'est ma voiture. Le plus grand ne l'a même pas regardée. Elle est immatriculée au nom de la LLC, a-t-il dit, en lisant sur sa tablette. Autorisation du propriétaire. Tous les papiers sont en règle. Je vis ici, a-t-elle répliqué. Il lui a jeté un coup d'œil. Pas selon le dossier. Elle a regardé autour d'elle. Les voisins regardaient maintenant. Cette femme de 2 maisons plus loin, celle qui avait l'habitude de complimenter ses hortensias, se tenait derrière son rideau, le téléphone à la main, les yeux écarquillés. Denise s'est retournée vers Richard, toujours garé, toujours calme, toujours ne regardant pas. Elle pouvait sentir son monde rétrécir comme si le sol même sous ses pieds s'effondrait en carrés précis recalculés. L'un des déménageurs a ramassé ses sacs d'épicerie et les a posés poliment sur le porche. « Je ne voulais pas qu'on la gâte, dit-il. Elle eut envie de hurler, de lancer quelque chose, de casser quelque chose, d'exiger que l'univers la reconnaisse à nouveau comme le centre de tout, mais rien ne bougea. Ni la porte, ni l'homme, pas même ce fichu chien derrière le rideau, qui aboyait autrefois sur les étrangers et qui présentement n'aboyait même pas sur elle. La Lexus s'éloigna. La dépanneuse tourna au coin de la rue et disparut comme dans un tour de magie. Et Denise, elle resta là, devant une maison fermée à clé, ne tenant que son sac à main, sa fierté et une horreur naissante. Richard n'était pas seulement parti. Il l'avait expulsé de son propre délire. Et pire encore, il l'avait fait légalement, discrètement, avec suffisamment d'élégance pour que cela donne l'impression que c'était censé se passer comme ça depuis le début. Parce que dans son monde, l'ordre comptait, et le désordre n'était jamais réinvité. Ils se sont rencontrés dans le vieux restaurant italien du centre-ville. Chez Marcos, celui avec un éclairage médiocre et des chaises inconfortables où Denise avait toujours refusé de mettre les pieds, car vin bon marché équivaut à goût bon marché, raison pour laquelle Richard l'avait choisi. Juste lui, Grant et Émilie. Pas de conjoint, pas de Denise. Il avait réservé une cabine au fond, à l'écart de la porte, où le cliquetis des fourchettes et le murmure discret de Sinard ne pouvaient interrompre ce qui devait se passer. Il est arrivé tôt. Comme toujours. Assis avec un dossier en cuir noir à côté de son verre d'eau et un regard sur son visage qui n'était ni en colère ni triomphant. Juste résolu. Émilie est arrivée en premier. Début de la trentaine, posée, toujours polie, mais avec l'instinct de sa mère pour l'image. Grant est arrivé 5 minutes plus tard, avec la même démarche prudente qu'il avait enfant quand il cassait une vitre et espérait que son père ne le remarquerait pas. Il ne savait pas pourquoi il les avait invités. Il supposait que c'était à propos de la séparation, peut-être un préambule maladroit à une annonce formelle de divorce, peut-être une tournée d'excuses. Mais quand ils se sont assis, Richard n'a pas commencé par des banalités. Non, comment va le travail? Non. Comment vont les enfants? Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table. Appuyé sur lecture. L'enregistrement n'était pas long. 45 secondes tout au plus, mais c'était suffisant. La voix de Denise, indéniablement éméchée, s'est répandue dans l'espace entre eux. Richard. Mon Dieu, je me suis résigné. Tu crois que j'ai jamais voulu ça? Je voulais Rick, mais j'étais enceinte et Richard était sûr comme une foutue ceinture de sécurité. On ne rêve pas de ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Puis des rires, pas les siens. Ceux d'une amie, étouffée, embarrassée. Le visage d'Émilie s'est décomposé le premier. Sa fourchette s'est arrêtée en plein mouvement. Grant a cligné des yeux et a détourné le regard. Richard a laissé l'enregistrement aller jusqu'au bout, puis a tapoté l'écran pour l'arrêter. Silence. Il a levé les yeux, calme. J'ai trouvé ça il y a 3 mois. Je ne l'ai écouté que la semaine dernière.
Aucun des deux enfants n'a dit un mot. Il a continué. Elle a toujours dit que j'étais trop prudent, que je planifiais trop. La vérité, c'est que je temporisais. J'ai attendu parce que je ne voulais pas laisser un gâchis. Il a attrapé le dossier en cuir, l'a ouvert et a fait glisser 2 jeux de documents sur la table, un pour chacun d'entre vous, des fiducies financières. Des plans 529 pour vos enfants, des procurations médicales, des transferts d'actifs. Émilie a finalement parlé. Papa, qu'est-ce que c'est? Je fais le ménage, dit-il. Je ne suis pas en train de mourir. Juste d'arrêter de faire semblant. Grant a regardé fixement le papier. Elle n'est pas au courant. Elle le sera, dit Richard. Quand la poussière lui arrivera aux poumons. Ils sont restés à nouveau silencieux. Pas parce qu'ils n'avaient pas de questions, mais parce que les réponses étaient évidentes. Grant s'est adossé à sa chaise, a passé une main dans ses cheveux et a dit « Je te l'avais dit. Je t'avais dit ce qu'elle avait dit à Thanksgiving. Je ne pensais juste pas. Qu'elle le pensait VR. M. » Richard a terminé la phrase. Émilie a baissé les yeux et a dégluti avec difficulté. Elle disait souvent « Tu es un lâche. Tu ne survivrais pas un mois sans elle. » Richard gloussa doucement, amèrement. Je le croyais aussi, avant. Ils n'ont pas ri. Ils n'en avaient pas besoin parce que le changement était déjà en train de se produire. Pas bruyamment, pas publiquement, juste un réarrangement silencieux des loyautés. Un glissement tectonique de ce que la famille était par rapport à ce qu'elle devenait. Quand l'addition est arrivée, Richard a payé en espèces. Il l'a toujours fait, disant que ça gardait les comptes honnêtes. Ils se sont embrassés à la porte, hésitants, mais plus chaleureux qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Et quand il est reparti en voiture, il ne s'est pas retourné parce que cette nuit n'était pas une confrontation. C'était une correction. Il avait passé 3 décennies à laisser Denise écrire le récit de qui il était. Maintenant, il avait la version finale et les enfants voyaient enfin la vérité entre les lignes. Elle n'a pas entendu frapper parce qu'il n'y a pas eu de coup, pas d'avertissement, pas d'appel, juste un léger bruit sourd, du papier contre du bois. Un certain temps après le lever du soleil, Denise s'est réveillée à nouveau dans la chambre d'amis, recroquevillée dans une couverture qui sentait la poussière et la vieille lessive. Le matelas portait encore la trace du sac de voyage de Richard, celui qu'il utilisait pour ses voyages d'affaires il y a 10 ans. Présentement, il la regardait simplement comme une accusation. Elle sortit en traînant les pieds dans le couloir, les yeux secs, la gorge pâteuse. Un silence étrange et anormal emplissait la maison. Pas paisible, creux, comme le son juste après une panne de courant. C'est alors qu'elle l'a vu, un bout de papier jaune sous la porte d'entrée. Elle l'ouvrit, et il était là, scotché à la vitre, soigné comme toujours, avec l'écriture de Richard en haut, comme s'il ne pouvait toujours pas s'empêcher d'organiser même sa chute. Avis d'expulsion, 72 heures. Statut de locataire révoqué par le fiduciaire principal. Droit d'occupation résilié à compter de ce matin. Ceci n'est pas une négociation. Ceci est un avis. Ce n'était pas du jargon juridique. C'était un scalpel. Sa main trembla en le décollant. Attaché derrière, par un trombone, il y avait une photo, une qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Richard souriant, pas le demi-sourire qu'il arborait pour les fêtes ou par pitié, mais souriant sincèrement, appuyé contre la camarde devant. Non, sa maison. Grande d'un côté, Émilie de l'autre. Ils avaient tous l'air bien, heureux même. Elle n'était pas sur la photo. Elle n'était même pas derrière l'appareil photo parce qu'elle n'avait pas été invitée. Et c'est à ce moment-là que ça a fait tilt. Pas le papier juridique, pas les comptes bancaires gelés, pas le verrou qu'elle ne pouvait pas ouvrir. C'était cette photo. Parce que Denise avait toujours cru qu'elle était l'axe, le soleil, la raison. Elle ne l'était pas. Elle était le panneau d'avertissement sur une vie qui était autrefois la sienne. Maintenant, il n'avait plus besoin d'elle pour compléter le tableau. Elle s'est agrippée au bord du cadre de la porte alors que ses jambes vacillaient. Son estomac s'est tordu, pas de chagrin, pas même de colère, mais de prise de conscience. Elle s'était moquée de la Camarde. Avait dit que c'était son fantasme, sa relique, la chose à laquelle il s'accrochait comme un garçon incapable d'accepter le vieillissement. Mais la Camarde n'était pas le symbole de la faiblesse de Richard. C'était sa capsule de sauvetage. Elle pensait qu'il ne partirait jamais. Pensait qu'il était trop doux, trop investi, trop sacrément loyal. Mais elle n'a jamais compris que la loyauté a une demi-vie.
Et Richard l'avait laissé s'épuiser. Il n'a laissé aucune clé, aucune trace, aucun message de « peut-être un jour », juste des papiers. De la précision, une photo sur laquelle elle ne figurait pas. Elle rentra lentement. Comme quelqu'un qui marche quand il réalise enfin que personne ne le suit. Les murs semblèrent soudain différents. Trop blancs, trop propres, comme si quelqu'un avait pris une éponge pour effacer chaque souvenir qu'elle avait utilisé comme arme et l'avait effacé. Elle s'est assise dans la même cuisine où elle s'était autrefois moquée de lui parce qu'il vérifiait le thermostat 3 fois. Où elle avait jadis fantasmé à haute voix sur quelqu'un qui n'était pas son mari. Non, elle ne se souvenait pas du nom de cet homme. Mais elle se souvenait de chaque moment de silence que Richard avait passé à regarder, à attendre, sans broncher, parce qu'il n'était pas faible. Il était précis. Et le dernier tour de clé, ce n'était pas le verrou qui se fermait derrière elle. C'était le moment où elle réalisa qu'elle n'avait jamais su qui était vraiment Richard. Ni le réparateur silencieux, ni le mari prévisible, ni même l'homme trahi.